Amélie pousse lentement la porte de son appartement à 7 heures du matin. 14 heures de garde aux urgences gériatriques viennent de se terminer, et chaque muscle de son corps porte encore le poids de cette nuit difficile. Ses chaussures blanches grincent doucement sur le parquet du couloir, un son familier qui l'accompagne depuis 3 ans maintenant. L'appartement baigne dans cette lumière dorée si particulière du petit matin parisien. Elle traverse l'entrée avec la lenteur de quelqu'un qui savoure enfin le calme après des heures de tension. Dans la chambre, la respiration régulière de Mélanie berce le silence. Sa petite amie dort encore paisiblement, et ce simple fait apaise déjà Amélie. Elle suspend soigneusement sa veste d'uniforme dans le placard, puis se dirige vers la cuisine. L'odeur réconfortante du café programmé la veille par Mélanie flotte dans l'air. Encore une de ces petites attentions qui rendent leur quotidien de couple si doux. Amélie se sert une tasse, savourant cette première gorgée amère qui chasse les images difficiles de sa nuit de travail. Puis elle s'installe dans le canapé du salon, face à la fenêtre qui donne sur la cour intérieure. Un charroux se prélasse déjà sur un rebord de fenêtre d'en face, tandis que Paris s'éveille lentement autour d'elle. Pour la première fois depuis minuit, Amélie sent ses épaules se détendre vraiment. C'est à ce moment précis qu'elle remarque son téléphone portable sur la table basse. L'écran s'illumine d'une notification, et sans y penser, elle tend la main pour le prendre, s'attendant au message habituel de ses collègues, ou peut-être un mot tendre de Mélanie. Mais c'est le groupe WhatsApp familial qui clignote. Son cœur fait un petit bond. Camille qui écrit dans le groupe familial un dimanche matin, sa sœur aînée qui ne se manifeste d'habitude que pour les anniversaires obligatoires. Elle ouvre le message et son monde bascule. Et si on n'invitait pas Mélanie à notre fête de Noël ? Les mots dansent devant ses yeux et elle cligne plusieurs fois, certaine d'avoir mal lu. Mais la phrase reste là, cruelle dans sa simplicité, comme si l'on parlait d'un plat qu'on ne servirait pas au dîner. Alors, lentement, les réactions commencent à arriver. 7h02, un pouce levé de Thomas, son petit frère qu'elle aide à payer ses études d'informatique, celui qui appelle Mélanie « ma belle-sœur » quand il vient dîner chez elle. 7h04, un deuxième pouce de tante Sylvie, dont elle paie discrètement les médicaments contre le diabète depuis des mois. Les notifications s'enchaînent avec une régularité terrifiante. Cousin Marc, oncle Pierre. Chaque pouce levé résonne dans sa poitrine comme un coup de marteau, tandis qu'Amélie pose sa tasse de café d'une main tremblante. Dans la chambre, Mélanie continue de dormir paisiblement, ignorant qu'en cet instant précis, sa belle famille vote l'exclusion de la femme qu'aime leur fille. Mais le pire reste à venir. 9h15. Après plus de 2 heures d'un silence qui avait fait naître un fragile espoir, le 7e pouce levé apparaît, celui de sa mère. Quelque chose se brise alors définitivement dans la poitrine d'Amélie. Sa mère qui l'a mise au monde, qui l'a élevée avec amour, qui lui a appris les valeurs de respect et de tolérance, vient d'ajouter sa voix au cœur de rejet de sa bien-aimée. Amélie se lève du canapé en tremblant et fait quelques pas dans le salon, essayant de comprendre ce qui vient de se passer. Pendant quelques minutes qui lui semblent des heures, elle reste debout au milieu de son salon, son téléphone serré dans ses mains moites, pensant à tous ces gestes d'amour qu'elle pose depuis des années, l'aide financière discrète qu'elle verse chaque mois, les démarches administratives qu'elle effectue pour eux, les week-ends passés à les aider. Et maintenant, ces mêmes personnes qu'elle aide, qu'elle soutient, qu'elle aime depuis toujours, viennent de voter contre l'amour de sa vie. Une clarté terrible l'envahit alors. Pour sa famille, elle n'est pas Amélie la fille aimée, mais Amélie la solution pratique, le distributeur automatique de services qu'on actionne quand nécessaire. Dans la chambre, elle entend Mélanie qui commence à bouger. Dans quelques minutes, elle va se lever et lui sourire avec cette tendresse du matin. Amélie retourne à son téléphone et commence à taper sa réponse, les doigts tremblants mais la résolution grandissante. Et si vous ne me voyez plus jamais ? Elle relit une fois ces 13 mots qui vont changer sa vie pour toujours, puis appuie sur « Envoyer » sans hésiter davantage. Méthodiquement, elle quitte le groupe familial et bloque un à un tous leurs numéros, chaque contact supprimé résonnant comme une porte qui se ferme définitivement. Le silence qui suit lui semble assourdissant, mais étrangement, elle ne ressent aucun regret, seulement une clarté glaciale et presque libératrice. Car ce matin, Amélie vient de naître à elle-même. 3 jours s'écoulent dans un silence lourd et pesant. Amélie laisse sa famille mariner dans l'angoisse de son message,
observant leur tentative désespérée de la joindre avec une satisfaction froide qu'elle ne se connaissait pas jusqu'alors. 23 appels manqués de Thomas s'accumulent sur son écran, 15 de sa mère, 8 messages vocaux de Camille, dont chacun semble plus paniqué que le précédent. Amélie les écoute une fois avec une attention clinique, puis les supprime méthodiquement, leur voix suppliante ne l'atteignant plus comme avant. « Tu ne réponds vraiment à personne ?» demande Mélanie en la voyant rejeter un énième appel de Thomas ce mercredi soir, son visage exprimant une inquiétude grandissante. « Il n'y a plus rien à dire », répond Amélie, avec une froideur qui surprend même sa compagne. « Ils ont voté, et maintenant ils assument. » Mélanie fronce les sourcils en observant cette transformation soudaine. Elle ne connaît pas encore tous les détails de ce qui s'est passé dimanche matin. Amélie s'étant contentée d'expliquer qu'elle avait besoin de distance avec sa famille. Mais cette métamorphose de l'Amélie douce et conciliante qu'elle connaît en quelqu'un de plus dur l'inquiète profondément. Le jeudi matin, Amélie commence son œuvre méthodique et réfléchie. Elle se rend d'abord à sa banque dans le 10e arrondissement, ses pas résonnant sur le trottoir avec une détermination nouvelle. Là, elle annule tous les virements automatiques vers sa famille, 400 € mensuels pour Thomas supprimés d'un clic, 200 € pour les médicaments de tante Sylvie annulés sans hésitation, 300 € d'aide au loyer pour sa mère arrêtée définitivement. « Vous êtes sûre, mademoiselle Dubois ?» demande le conseiller bancaire, visiblement surpris par cette demande inhabituelle. Ces virements existent depuis plus de 2 ans maintenant. « Tout à fait sûre, » répond Amélie avec un calme glacial qui étonne même l'employé expérimenté. « Et je retire également ma caution sur l'appartement de ma mère. » L'homme hésite quelques secondes, visiblement mal à l'aise devant cette détermination implacable. Cela risque de créer des difficultés importantes pour les bénéficiaires concernés. « Ce ne sont plus mes difficultés », coupe Amélie d'un ton définitif. Elle sort de la banque avec une sensation étrange de libération qui l'accompagne dans la rue. 1 000 € par mois qui vont rester sur son compte désormais. 1 000 € qu'elle donnait par amour pur et qui servaient à financer le confort de gens capables de voter contre son bonheur le plus cher. L'après-midi même, une idée lui traverse l'esprit et elle décide de se rendre chez sa mère pour récupérer sa carte bancaire supplémentaire, celle qu'elle avait donnée pour les urgences et qui servait finalement aux courses hebdomadaires. Sa mère travaille à cette heure-là dans son emploi à mi-temps, ce qui arrange parfaitement Amélie. Elle utilise sa clé, se dirige droit vers le tiroir de la cuisine où elle sait trouver la carte, la prend sans hésitation et repart sans laisser le moindre mot d'explication. En rentrant chez elle dans la soirée, elle trouve Mélanie dans le salon, installée sur le canapé avec un air particulièrement soucieux qui ne lui échappe pas. « Thomas est passé cet après-midi », dit-elle doucement en levant les yeux de son livre. Il avait l'air vraiment désespéré, Amélie. Amélie hausse les épaules en posant ses affaires sur la commode de l'entrée, ses gestes trahissant une indifférence calculée. Qu'est-ce qu'il voulait exactement ? Te parler, tout simplement. Il dit que tu ne réponds plus à personne depuis dimanche dernier et il ne comprend absolument pas ce qui s'est passé dans la famille. Il comprendra bientôt, crois-moi. Mélanie se lève et s'approche avec cette douceur qui la caractérise, posant une main tendre sur le bras d'Amélie dans un geste d'apaisement. « Mon amour, qu'est-ce qui s'est passé exactement dimanche ? Tu peux tout me dire, tu sais ?» Amélie la regarde longuement, observant ses beaux yeux verts inquiets, ses cheveux châtains qui encadrent son visage avec cette douceur naturelle qu'elle aime tant. Mélanie, qui travaille comme graphiste indépendante, qui cuisine si bien pour elle deux, qui lui masse les épaules après ses gardes les plus difficiles. Mélanie que sa famille a jugée indigne d'être invitée à leur fête de Noël comme une étrangère quelconque. « Ils ont voté contre toi », dit-elle simplement, sans détour. « Comment ça, voter ?» Amélie lui raconte alors tout dans les moindres détails. Le message de Camille si désinvolte, les 7 pouces levés qui se sont accumulés, sa réponse cinglante qui a tout changé. À mesure qu'elle parle d'une voix posée, elle voit le visage de Mélanie pâlir progressivement. « Et tu as coupé tous les ponts familiaux pour ça ?» murmure Mélanie quand elle termine son récit, l'incrédulité perçant dans sa voix. « Tu ne comprends donc pas ?» La voix d'Amélie se durcit imperceptiblement. « Ils acceptent mon argent depuis des années sans broncher, mais ils rejettent la femme que j'aime comme un plat qu'on ne sert pas au dîner. » Mélanie se tait un long moment, réfléchissant aux implications de cette révélation. Puis elle dit doucement « Tu vas le regretter, Amélie. Malgré tout, c'est ta famille. » « Non, » répond Amélie avec une conviction inébranlable. « C'étaient des gens qui profitèrent de moi, rien de plus. »
Cette nuit-là, allongée dans l'obscurité de leur chambre, Amélie élabore son plan avec une précision chirurgicale. Elle va leur montrer méthodiquement et sans passion ce qu'ils ont perdu en la rejetant. Thomas découvrira que ses études ne se perdent pas toutes seules. Sa mère comprendra la vraie valeur des 300 € mensuels quand les factures commenceront à s'accumuler. Tante Sylvie réalisera l'importance cruciale de son aide quand elle devra rationner ses médicaments. Elle ne ressent aucune culpabilité dans cette démarche, seulement une détermination froide et presque clinique. Ils ont fait leur choix ce dimanche matin en toute connaissance de cause. Maintenant, ils vont en assumer toutes les conséquences. Le vendredi, son téléphone sonne avec insistance. Un numéro qu'elle ne reconnaît pas s'affiche sur l'écran, et elle décroche par pur réflexe. Amélie, la voix de sa mère, brisée et méconnaissable. Ma chérie, pourquoi tu ne réponds plus à tes parents? Amélie raccroche sans prononcer un seul mot et bloque immédiatement ce numéro également. Le samedi soir, en rentrant de sa garde particulièrement éprouvante, elle trouve Mélanie qui l'attend dans le salon avec un air encore plus grave qu'à l'ordinaire. « Ta sœur Camille a essayé de me joindre sur LinkedIn aujourd'hui, » dit-elle en la regardant droit dans les yeux. Elle semble vraiment vouloir te parler de toute urgence. Qu'est-ce que tu lui as répondu exactement? Rien encore. Mais Amélie, elle semblait vraiment désespérée dans son message. Amélie retire sa veste d'uniforme avec des gestes lents et parfaitement contrôlés. Elle n'était pas désespérée dimanche matin quand elle a proposé de t'exclure si facilement. « Tu es en train de devenir quelqu'un d'autre ?» murmure Mélanie avec une tristesse palpable. « Je ne te reconnais plus du tout. »« Non » répond Amélie en se tournant vers elle, les yeux brillants d'une résolution nouvelle et inébranlable. « Je deviens enfin moi-même. » 8 semaines s'écoulent lentement et Amélie observe l'effondrement de sa famille avec la patience d'un scientifique étudiant une expérience. Les premiers craquements apparaissent exactement comme elle l'avait prévu, méthodiques et inexorables. Thomas perd son appartement étudiant en premier. Sans les 400 € mensuels d'Amélie, il ne peut plus honorer son loyer et se retrouve contraint de dormir dans sa voiture par des nuits de novembre particulièrement froides. Il envoie une photo à Amélie. Lui, recroquevillé dans son habitacle givré, avec seulement ces mots déchirants. « J'ai froid, sœurette. » Amélie regarde l'image avec une attention clinique, observe ce visage amaigri et ses yeux cernés qui la supplient silencieusement, puis supprime le message sans répondre. Pourtant, ses mains tremblent légèrement quand elle repose son téléphone sur la table de chevet. Leur mère découvre rapidement l'enfer administratif qu'Amélie gérait invisiblement depuis des années. Les dossiers de remboursement CEPAM s'accumulent en retard, un redressement fiscal tombe sans crier gare, les factures impayées s'entassent sur sa table de cuisine comme autant de reproches silencieux. Elle qui pensait simplement avoir de la chance avec les administrations réalise soudain l'ampleur du travail que sa fille accomplissait dans l'ombre. Tante Sylvie commence à vendre ses meubles un par un pour acheter ses médicaments contre le diabète. Son salon se vide progressivement, transformant sa maison en un tombeau de plus en plus désolé. Chaque objet vendu emporte avec lui un morceau de sa dignité, mais elle préfère encore cela à l'humiliation de supplier Amélie. Un mardi soir, Camille appelle Amélie pour la première fois depuis des années, laissant un message brisé sur son répondeur. « Je sais que tu ne décrocheras pas, mais il faut que tu saches que je me réveille chaque nuit en pensant à ce message de merde. Je nous ai tous détruits pour quelques secondes de méchanceté gratuite. » Amélie écoute ce message 3 fois de suite, sans ses certitudes vaciller imperceptiblement, puis l'efface avec la même froideur que les autres. Mais cette nuit-là, elle fait un cauchemar atroce où elle trouve Thomas mort de froid dans sa voiture et se réveille en sursaut, le cœur battant. Mélanie rentre un soir de chez ses propres parents, le visage transformé par une émotion nouvelle. « Ils m'ont demandé pardon après 30 ans de reproches constants, » dit-elle en s'asseyant près d'Amélie. « Ça m'a pris une confrontation violente, mais j'ai finalement gagné leur respect. » Cette victoire de Mélanie renforce étrangement la détermination d'Amélie. « Tu vois bien, » dit-elle avec satisfaction. « Parfois, il faut tout casser pour pouvoir reconstruire sur des bases plus saines. » Mais au fond d'elle-même, une petite voix commence à murmurer des doutes qu'elle refuse encore d'entendre. Car cette nuit-là, elle rêve de Thomas mort de froid et se réveille en hurlant son nom dans l'obscurité de sa chambre. Le lendemain matin, en se préparant pour sa garde à l'hôpital, Amélie croise son reflet dans le miroir de la salle de bain. Quelque chose dans ses yeux l'arrête net. Une dureté qu'elle ne se connaissait pas,
mais aussi une fêlure presque imperceptible qui commence à lézarder sa belle assurance. Pour la première fois depuis 8 semaines, elle se demande si sa vengeance n'est pas en train de dépasser largement sa cible originale. Thomas l'attend à la sortie de l'hôpital ce jeudi matin, appuyé contre le mur de briques rouges du bâtiment administratif. Amélie le reconnaît à peine tant il a maigri. 15 kilos en moins, les yeux profondément cernés, les cheveux mal coupés, il ressemble à un fantôme de lui-même. Pourtant, il ne supplie pas, ne pleure pas comme elle s'y attendait. Il dit simplement « J'ai compris ». Ces 2 mots résonnent dans l'air froid comme une sentence définitive, et Amélie s'arrête malgré elle. Elle qui s'attendait à des reproches, à des larmes, à de la colère, se trouve désarçonnée par cette simplicité désarmante. « J'ai mis ce pouce machinalement », continue-t-il d'une voix blanche. Comme on like une photo de chat sur Facebook sans réfléchir. « Je ne savais même pas que tu nous aidais financièrement depuis 7 ans, Amélie. Maman l'avait caché pour préserver notre fierté familiale. » Cette révélation frappe Amélie comme une gifle inattendue. Sa générosité était si discrète, si naturelle, que même les bénéficiaires directs l'ignoraient complètement. Elle réalise soudain l'ampleur de sa naïveté. Comment peuvent-ils valoriser quelque chose dont ils ne connaissent même pas l'existence? Thomas continue de sa voix devenue étrangement adulte. Camille ne mange plus depuis 6 semaines complètes. Elle dit qu'elle a tué la seule personne bien de la famille pour un moment d'ego stupide. Elle pèse 42 kilos maintenant et refuse de voir un médecin. Il marque une pause, observe le visage fermé de sa sœur, puis ajoute sans la quitter des yeux. « Si tu veux nous enterrer définitivement, tu as parfaitement réussi ton coup. Mais si tu voulais juste nous réveiller brutalement, alors mission accomplie également. » En disant ces derniers mots, il sort une enveloppe froissée de sa poche et la tend vers Amélie. « Maman a écrit ça il y a 3 semaines, mais elle n'ose pas te l'envoyer. Elle préfère crever de honte plutôt que de ramper devant toi. » Amélie fixe l'enveloppe sans la prendre, comme si elle contenait du poison. Son nom est écrit dessus d'une écriture tremblante qu'elle reconnaît bien, celle de sa mère quand elle est très émue ou très fatiguée. « Je ne demande rien pour moi, » reprend Thomas en remettant la lettre dans sa poche devant son refus. « J'ai trouvé un travail de nuit dans un entrepôt et je garde mes cours en journée. Je m'en sortirai, même si c'est dur. Mais les autres... » Il laisse sa phrase en suspens, puis ajoute en partant. « Tu sais, Amélie, cette histoire m'a appris quelque chose d'important. On peut survivre sans argent, mais on ne peut pas survivre sans famille. Enfin, c'est ce que je croyais avant. » Il s'éloigne de sa démarche fatiguée, laissant Amélie plantée sur le trottoir avec ses certitudes qui commencent à vaciller dangereusement. En rentrant chez elle, elle trouve Mélanie qui l'attend avec un dossier ouvert sur la table du salon. « J'ai mené ma petite enquête personnelle, » dit-elle en levant les yeux vers sa compagne. « Il faut que tu saches la vérité complète sur Camille. Amélie, c'est bien pire que tu ne le penses. » Amélie s'assoit lentement dans le canapé, sentant qu'un nouveau coup va lui être porté. « Qu'est-ce que tu as découvert exactement ? » « Ta sœur traverse un enfer depuis 6 mois, » explique Mélanie en ouvrant son dossier. « Dépression sévère diagnostiquée, 3 tentatives de suicide évitées de justesse par des voisins inquiets, des dettes cachées suite à un licenciement qu'elle a camouflé par fierté. » Mélanie marque une pause, observe le visage de plus en plus pâle d'Amélie, puis continue impitoyablement. « Son message de dimanche matin n'était pas de la méchanceté calculée, ma chérie. C'était le cri d'une femme qui se noie et qui veut inconsciemment entraîner tout le monde avec elle dans sa chute. » Amélie sent le monde s'effondrer autour d'elle. « Tu veux dire qu'il m'aime même en mourant à cause de moi ? Il t'aime mal, Amélie, mais il t'aime à en crever littéralement. » Cette nuit-là, Amélie fait le cauchemar le plus atroce de sa vie. Elle entre chez Camille et trouve le corps de sa sœur pendu au lustre du salon, avec un mot épinglé sur sa robe. « Tu as gagné, petite sœur. » Elle se réveille en hurlant et prend une décision terrifiante. Amélie débarque chez Camille à 6 heures du matin sans prévenir, utilisant la clé que sa sœur lui avait donnée il y a des années pour les urgences. Elle pousse la porte de l'appartement et découvre un spectacle qui la saisit d'effroi. L'appartement est impeccable, mais glacial comme un mausolée. Pas un objet qui traîne, pas une vaisselle dans l'évier, pas un magazine sur la table basse. Cette propreté obsessionnelle contraste violemment avec l'état de Camille qu'elle trouve recroquevillée sur son canapé en pyjama à cette heure avancée de la matinée. Sa sœur aînée a fondu. Ses cheveux ternes et mal entretenus
encadrent un visage devenu squelettique. Ses yeux cernés de violet semblent avoir perdu toute leur vivacité d'antan. Quand elle aperçoit Amélie, elle ne sursaute même pas, comme si plus rien ne pouvait l'atteindre désormais. « Tu es venue voir le cadavre ?» demande Camille, avec un sourire fantomatique qui glace le sang d'Amélie. « Je suis venue comprendre », répond Amélie en s'asseyant prudemment dans le fauteuil en face d'elle. La conversation qui suit est d'une violence émotionnelle inouïe. Camille lui crache sa jalousie avec une sincérité effroyable qui fait mal à entendre. « Tu as 28 ans et tu as tout réussi dans ta vie. Un métier qui a du sens, un amour sincère, une stabilité que j'envie. Moi, j'ai 35 ans et je n'ai réussi qu'à collectionner les échecs et les déceptions. » Elle marque une pause, fixe le plafond de son regard vide, puis continue d'une voix morte. « Alors, oui, j'ai voulu te faire mal ce dimanche matin. J'ai voulu que tu ressentes une seule seconde de ma souffrance quotidienne, que tu goûtes à cette amertume qui me ronge depuis des mois. » Mais ce qui suit glace littéralement le sang d'Amélie et la fait chanceler sur son siège. Camille se lève lentement, se dirige vers le secrétaire du salon et en sort une enveloppe blanche qu'elle tend vers sa sœur. « Je ne te demande pas de revenir dans nos vies, » dit-elle d'une voix atone. « Je voulais juste que tu saches que ton message m'a libérée d'une certaine façon. Je peux enfin arrêter de faire semblant d'être quelqu'un de bien. » Amélie ouvre l'enveloppe d'une main tremblante et découvre une lettre de suicide déjà rédigée, datée de 3 semaines plus tôt. L'écriture soignée de Camille expose méthodiquement les raisons de son geste, la dépression qui la ronge depuis des mois, les dettes qui s'accumulent, la solitude qui l'écrase, et maintenant cette culpabilité insurmontable d'avoir détruit sa famille. « Je l'ai écrite après avoir reçu ton message », explique Camille avec un détachement terrifiant. « Je n'attends plus que le courage nécessaire pour passer à l'acte, ou peut-être un signe que ma vie vaut encore quelque chose. » Amélie sort de chez sa sœur en titubant comme une ivrogne, réalisant avec horreur qu'elle détient désormais littéralement le pouvoir de vie ou de mort sur Camille. Sa vengeance calculée a touché bien plus profond qu'elle ne l'avait jamais imaginé, transformant sa sœur malade en bombe à retardement prête à exploser. En rentrant chez elle, elle trouve Mélanie qui l'attend dans la cuisine, déjà habillée pour sa journée de travail. Son visage exprime une inquiétude profonde quand elle voit l'état de bouleversement total dans lequel se trouve sa compagne. « Où étais-tu si tôt ce matin ?» demande-t-elle en s'approchant pour la prendre dans ses bras. « Chez Camille » murmure Amélie contre son épaule. « Et c'est un cauchemar éveillé, Mélanie. Elle veut mourir à cause de moi. » Mélanie la serre plus fort contre elle, sentant que quelque chose de fondamental vient de se briser dans l'équilibre psychologique de sa compagne. « Qu'est-ce que tu vas faire maintenant ?»« Je ne sais plus », avoue Amélie en s'effondrant sur une chaise de cuisine. « Je voulais leur enseigner ma valeur, pas les pousser au suicide. Je ne suis pas un monstre, Mélanie. » Cette nuit-là, Amélie ne ferme pas l'œil. Elle reste allongée dans l'obscurité, fixant le plafond, repensant à cette lettre de suicide et à ce sourire fantomatique de Camille. Elle appelle le docteur Mercier en urgence à 3 heures du matin. « Docteur, » dit-elle d'une voix brisée, quand il décroche enfin, « qu'est-ce qui me différencie exactement d'un meurtrier si ma sœur se suicide à cause de moi ?» Le silence qui suit résonne comme un jugement dans l'obscurité de sa chambre. L'appel arrive à 3 heures du matin, perçant le silence de la nuit comme une sirène d'alarme. Amélie se réveille en sursaut, le cœur battant, et décroche machinalement son téléphone qui vibre avec insistance sur la table de chevet. « Mademoiselle Dubois ?» Une voix inconnue, professionnelle mais compatissante. « Ici l'hôpital Tenon. Votre tante, Madame Sylvie Moreau, vient d'être admise en urgence pour un infarctus du myocarde. Elle vous a désigné comme personne à prévenir. » Le monde s'arrête autour d'Amélie. Tante Sylvie, celle qui l'a gardée tous les mercredis après l'école, celle qui lui apprenait à faire des gâteaux pendant les vacances, celle dont elle a stoppé l'aide financière il y a 10 semaines maintenant. Comment va-t-elle ? Parvient-elle à articuler d'une voix blanche ? Stable pour le moment, mais son état reste préoccupant. Le stress et la fatigue semblent avoir joué un rôle déclencheur selon les premiers examens. Amélie raccroche et reste assise au bord du lit, tremblante. À côté d'elle, Mélanie s'est réveillée et la regarde avec inquiétude. « Qu'est-ce qui se passe, mon amour ?»« Tante Sylvie. Infarctus. Hôpital. » bafouille Amélie en cherchant ses vêtements dans l'obscurité. 1 heure plus tard, elles arrivent aux urgences de l'hôpital Tenon. Dans la salle d'attente familiale,
Amélie découvre sa famille rassemblée et transformée par 10 semaines d'épreuves. Ils se sont organisés comme des survivants d'un naufrage, créant leur propre solidarité de fortune. Sa mère a vieilli de 10 ans. Ses cheveux grisonnent aux tempes et son visage porte les marques d'une fatigue profonde. Elle travaille maintenant 70 heures par semaine entre son emploi de jour et un travail de ménage nocturne pour compenser la perte de l'aide d'Amélie. Thomas, amaigri mais étrangement plus mature, porte un uniforme de vigile de nuit. Il a trouvé cet emploi épuisant pour continuer ses études tout en aidant financièrement leur mère. Ses yeux cernés témoignent de nuits blanches entre les cours et le travail. Camille est là aussi, fantomatique dans son manteau trop grand, mais elle a trouvé un emploi de caissière dans un supermarché malgré son diplôme d'ingénieur. Son orgueil brisé l'a forcée à accepter n'importe quel travail pour survivre. « Vous avez survécu », murmure Amélie en observant ce tableau désolant. « On a appris à exister sans toi », répond sa mère avec une dignité brisée mais intacte. « Tu nous as forcés à grandir dans la douleur, Amélie. On ne peut pas dire que ça n'a pas été instructif. » Le médecin urgentiste, un homme d'une 50aine d'années aux cheveux grisonnants, les rejoint dans la salle d'attente. Son expression grave ne présage rien de bon. Madame Moreau va s'en sortir, mais son cœur reste très fragile, explique-t-il en consultant son dossier. Les examens révèlent qu'elle cachait depuis des mois des problèmes cardiaques qu'elle négligeait, probablement faute de moyens pour consulter régulièrement. Il marque une pause, observe ses visages tendus qui l'écoutent, puis ajoute avec gravité « Le stress chronique et l'isolement social ont clairement aggravé son état. Elle nous a parlé de difficultés familiales récentes qui la rongent. » Amélie sent le poids du regard de sa famille sur elle, mais elle ne baisse pas les yeux. Pourtant, une culpabilité sourde commence à la ronger de l'intérieur. « Puis-je la voir ?» demande-t-elle au médecin. En réanimation, tante Sylvie semble si fragile dans son lit d'hôpital, reliée à des machines qui bipent régulièrement. Quand elle aperçoit Amélie, ses yeux s'emplissent de larmes. « Ma petite fille », murmure-t-elle d'une voix faible en serrant la main d'Amélie. « Je regrette tellement ce stupide pouce levé, mais je ne regrette pas d'avoir découvert votre force à tous. » Ces mots percent le cœur d'Amélie comme une lame effilée. Votre force, pas ma force, mais votre force. Tante Sylvie a compris que cette épreuve avait révélé quelque chose chez chacun d'eux. « J'ai eu si peur de te perdre pour toujours, » continue la vieille dame. « Pas pour l'argent, ma chérie, mais pour ton rire, tes visites, ta présence dans nos vies. » En sortant de la chambre, Amélie croise le regard de Mélanie qui l'a accompagnée en silence. Sa compagne observe cette famille qui a mûri dans la douleur, qui a appris à se débrouiller seule tout en gardant une dignité touchante. « Ils ont payé le prix fort, » dit doucement Mélanie en prenant le bras d'Amélie. « Maintenant, qu'est-ce que tu veux vraiment, mon amour ?» Pour la première fois depuis 10 semaines, Amélie ne connaît pas la réponse à cette question. La certitude glaciale qui l'habitait commence à se fissurer face à cette réalité. Sa famille a survécu, grandi, mais peut-être aussi commencé à mourir un peu. 3 jours s'écoulent après l'hospitalisation de tante Sylvie, 3 jours pendant lesquels Amélie se trouve face à un dilemme qu'elle n'avait pas anticipé. Elle a gagné sa guerre, mais sa victoire pourrait coûter des vies humaines, et cette réalisation la ronge de l'intérieur. Elle retourne à l'hôpital chaque soir après ses gardes, observant sa tante qui se remet lentement, mais sûrement. Les médecins sont optimistes. Le cœur de Sylvie se stabilise, mais ils insistent sur la nécessité d'éviter tout stress supplémentaire dans les mois à venir. « Votre tante nous a confié ses inquiétudes concernant votre famille », dit le cardiologue à Amélie lors d'un entretien. Elle semble porter un poids psychologique énorme lié à un conflit familial récent. Pour sa guérison, il serait souhaitable qu'elle retrouve un environnement serein. En sortant de cet entretien, Amélie croise Thomas dans le couloir de l'hôpital. Son frère porte toujours son uniforme de vigile, ses yeux cernés témoignant de journées de travail épuisantes entre son emploi nocturne et ses cours universitaires. « Comment elle va ?» demande-t-il simplement, sans reproche dans la voix. « Mieux. Elle s'en sortira », répond Amélie en l'observant attentivement. Thomas hoche la tête, puis ajoute avec une maturité nouvelle qui la surprend. « Tu sais, Amélie, cette épreuve m'a appris quelque chose d'important. On peut effectivement survivre sans argent, mais on découvre aussi ce qui compte vraiment dans la vie. » Il marque une pause, semble hésiter, puis continue. « Je ne te demande pas de revenir comme avant. Je te demande juste de ne pas nous laisser mourir complètement.
Pas tante Sylvie, en tout cas. Ces mots résonnent dans la tête d'Amélie pendant tout le trajet de retour. En arrivant chez elle, elle trouve Mélanie dans la cuisine, préparant le dîner avec cette attention aux détails qu'elle aime tant chez sa compagne. « J'ai réfléchi à notre situation », dit Mélanie en se tournant vers elle, « et j'ai pris une décision concernant ma propre famille. » Amélie s'assoit à la table de la cuisine, intriguée par le ton déterminé de sa compagne. « J'ai appelé mes parents aujourd'hui », continue Mélanie en s'essuyant les mains sur son tablier. « Je leur ai dit exactement ce que je pensais de leur attitude envers nous depuis 3 ans. Ça n'a pas été une conversation agréable, mais c'était nécessaire. Et alors ? Ils ont fini par admettre qu'ils me jugeaient effectivement, qu'ils espéraient secrètement que notre relation ne durerait pas. Mais ils ont aussi compris que j'étais heureuse avec toi, et que c'était ça l'essentiel. » Mélanie s'assoit en face d'Amélie et prend ses mains dans les siennes. « Ce que je veux dire, c'est que parfois il faut effectivement secouer les gens pour qu'ils ouvrent les yeux. Mais il faut aussi savoir s'arrêter avant de tout détruire. » Cette nuit-là, Amélie ne trouve pas le sommeil. Elle reste allongée dans le noir, repensant aux paroles de Thomas, aux confidences de Mélanie, à l'état fragile de tante Sylvie. Pour la première fois depuis le début de cette guerre familiale, elle s'interroge sur ses véritables motivations. Voulait-elle vraiment leur enseigner sa valeur, ou cherchait-elle simplement à les punir pour leur rejet de Mélanie? Et maintenant qu'ils ont compris le message, maintenant qu'ils ont payé le prix fort, que veut-elle vraiment? Le lendemain matin, en se préparant pour sa garde à l'hôpital, elle prend une décision qui va changer le cours des événements. Elle va négocier. Pas un retour en arrière complet, mais un nouveau départ sur des bases différentes, plus saines, plus respectueuses. Elle appelle d'abord sa mère d'un numéro masqué. La conversation est brève, mais essentielle. « Maman, c'est Amélie. Je propose qu'on se voit pour discuter. Tous ensemble. » Un silence, puis la voix tremblante de sa mère. « Tu veux bien nous donner une seconde chance ? » « Je veux qu'on se donne tous une seconde chance, » répond Amélie. « Mais cette fois, ce sera différent. Cette fois, on va établir des règles claires que tout le monde respectera. » En raccrochant, Amélie réalise qu'elle vient de franchir un point de non-retour d'un autre type. Elle ne reviendra pas en arrière, mais elle ne continuera pas non plus à avancer dans cette voie destructrice. Il est temps de construire quelque chose de nouveau sur les ruines de l'ancien ordre familial. La réunion a lieu un dimanche après-midi dans le salon de leur mère, ce même appartement où Amélie est venue récupérer sa carte bancaire il y a 10 semaines. L'atmosphère est électrique, chacun se tenant sur ses gardes comme des diplomates en territoire ennemi. Amélie arrive accompagnée de Mélanie, main dans la main. Un geste délibéré qui pose immédiatement les bases de la discussion. Sa famille est là au complet. Sa mère vieillie et fatiguée, Thomas en costume cravate malgré le dimanche, Camille encore amaigrie mais tentant de retrouver une dignité, tante Sylvie sortie de l'hôpital la veille et fragile sur sa chaise. « Je vais être très claire », commence Amélie sans préambule, debout au centre de la pièce comme un général devant ses troupes. « Je négocie une seule fois. Vous acceptez mes conditions ou je disparais définitivement, et cette fois, il n'y aura plus jamais de seconde chance. » Le silence qui suit est pesant. Chacun comprend que l'heure des larmes et des supplications est passée. C'est maintenant une négociation d'adulte à adulte, froide et rationnelle. « Première condition non négociable », poursuit Amélie d'une voix de glace. « Mélanie est traitée comme mon épouse dans tous les contextes familiaux. Fêtes, anniversaires, réunions, tout. Elle a les mêmes droits et le même respect qu'un conjoint marié légalement. » Sa mère hoche la tête lentement, comprenant qu'elle n'a pas le choix. Deuxième condition, excuse publique de chacun d'entre vous, devant témoins, pour le vote de dimanche matin. Pas des excuses privées murmurées dans un coin, mais des excuses assumées publiquement. Camille pâlit, mais acquiesce d'un mouvement de tête presque imperceptible. Troisième condition, autonomie financière totale avec plan de remboursement échelonné pour Thomas. Tu me dois 2400 € pour les 6 mois d'aide supprimés. Tu me rembourses sur 8 ans, sans intérêt, mais avec un contrat en bonne et due forme. Thomas se redresse sur sa chaise. J'accepte. J'ai déjà calculé, 30 € par mois pendant 8 ans. C'est faisable avec mon travail. Quatrième et dernière condition, continue Amélie implacablement. Respect absolu de nos choix de vie sans discussion, sans commentaire, sans suggestion déplacée. Si Mélanie et moi décidons un jour de nous marier, d'adopter des enfants ou de déménager à l'étranger, vous soutenez ou vous vous taisez.
Plus jamais de jugement sur notre couple. » Elle marque une pause, observe ses visages tendus qui l'écoutent religieusement, puis assène le coup final. « Et surtout, comprenez bien une chose. Je ne reviens pas par amour aveugle comme avant. Je reviens par contrat social. Un seul manquement à ces conditions, et c'est terminé pour toujours, sans discussion possible. La négociation dure 2 heures. Chaque point est discuté, précisé, ajusté. » Sa mère accepte une aide financière restructurée. 200 € par mois sous forme de prêt sans intérêt, remboursable quand sa situation s'améliorera. Tante Sylvie refuse catégoriquement toute aide financière, mais accepte qu'Amélie l'accompagne chez le médecin 1 fois par mois. Camille fait ses excuses en premier, debout devant toute la famille à l'assemblée. Je présente mes excuses publiques à Mélanie et à Amélie pour mon message stupide et méchant du dimanche matin. J'ai agi par jalousie personnelle et j'assume pleinement ma responsabilité dans cette crise familiale. Les autres suivent un par un, chacun reconnaissant sa part de responsabilité dans ce vote qui a tout déclenché. Mais le moment le plus dur arrive quand Amélie prononce les mots qui scellent cette nouvelle alliance. « Je vous pardonne, mais comprenez bien que je ne vous aimerai plus jamais comme avant. Cette partie de moi est morte avec votre vote. Ce que nous construisons maintenant, c'est autre chose. Plus fragile, mais peut-être plus honnête. » Mélanie, qui a assisté à toute la scène en silence, observe cette famille qui se reconstruit sur les décombres de l'amour inconditionnel. Elle voit des gens brisés mais dignes, humiliés mais pas vaincus, qui acceptent de jouer selon de nouvelles règles pour préserver ce qui peut encore l'être. « C'est froid, mais c'est clair », dit-elle en serrant la main d'Amélie. « Au moins maintenant, tout le monde sait où il en est. L'amour sans respect était du poison déguisé en douceur familiale, » répond Amélie, en regardant sa famille avec des yeux nouveaux. « Maintenant, on va essayer le respect sans amour naïf. Ça pourra peut-être redevenir de l'amour un jour, mais un amour plus solide. » En partant ce soir-là, Amélie emporte avec elle un sentiment étrange. Elle n'a pas retrouvé sa famille, elle en a négocié une nouvelle. Plus difficile, plus exigeante, mais potentiellement plus vraie que l'ancienne. Le contrat social vient de remplacer les liens du sang. Et pour la première fois depuis des mois, cela lui semble être un progrès. 6 mois plus tard, l'invitation arrive par courrier postal, écrite à la main sur un papier crème élégant. Pas un message WhatsApp, pas un appel téléphonique, mais une vraie invitation manuscrite signée de Camille. « Amélie et Mélanie, nous serions honorés de votre présence pour notre réveillon de Noël, avec tout notre respect et notre amour retrouvés. » Le 24 décembre au soir, Amélie et Mélanie arrivent main dans la main devant l'appartement familial. Elles portent toutes deux une robe élégante, Mélanie arborant fièrement le collier de perles qu'Amélie lui a offert pour marquer cette soirée symbolique. L'appartement a été transformé pour l'occasion. La table dressée avec le service en porcelaine de grand-mère comporte 8 couverts parfaitement alignés. 2 places d'honneur ont été préparées pour Amélie et Mélanie, côte à côte, au centre de la famille réunie. Camille apparaît de la cuisine, rayonnante dans sa robe bordeaux. Elle a repris du poids, ses cheveux brillent à nouveau, et surtout, elle tient par la main un homme d'une 50aine d'années au sourire bienveillant. « Je vous présente Julien », dit-elle avec une fierté touchante. « Mon compagnon. Julien, voici ma sœur Amélie et sa femme Mélanie. » Le mot « femme » résonne dans la pièce comme une déclaration officielle de reconnaissance. Mélanie sent ses yeux s'embuer en serrant la main de Julien, qui la regarde avec un respect sincère. Leur mère apparaît à son tour, tenant un paquet cadeau enveloppé avec soin. Ses yeux brillent d'émotion quand elle s'adresse directement à Mélanie. « Ma chérie, » dit-elle en lui tendant le paquet, « j'ai quelque chose qui vous appartient de droit. Le paquet contient l'alliance en or de grand-mère Dubois, celle que la famille se transmet de génération en génération. Pardonnez-nous, » continue sa mère, la voix tremblante d'émotion. « Pardonnez-nous d'avoir rejeté votre amour par pure ignorance et préjugés stupides. » Thomas se lève alors, son verre à la main, et prononce les mots que toute la famille attendait. « Nous devons dire la vérité. Nous avons voté contre Mélanie ce dimanche matin, non pas parce qu'elle était méchante ou indésirable, mais simplement parce qu'elle représentait ce que nous ne comprenions pas. Un amour différent du nôtre. » Il marque une pause, regarde sa sœur droit dans les yeux. « Nous avons eu peur du regard des autres, peur des questions embarrassantes, peur de sortir de notre petit confort familial.
Nous avons choisi la lâcheté plutôt que l'amour. Tante Sylvie, encore fragile mais déterminée, se lève difficilement pour ajouter. Cette épreuve nous a appris que l'amour ne se choisit pas selon nos convenances personnelles. Il existe sous toutes les formes, et notre rôle est de le célébrer, pas de le juger. Camille prend la parole à son tour, ses mots portant le poids de sa culpabilité transformée en sagesse. J'ai écrit ce message horrible par jalousie pure. Voir Amélie heureuse en couple me renvoyait à ma propre solitude. Mais j'ai compris que détruire le bonheur des autres ne construira jamais le mien. Elle se tourne vers Mélanie, avec des larmes dans les yeux. Pardonnez-moi d'avoir voulu vous exclure de notre famille par pur égoïsme et préjugés. Vous méritez tout l'amour que ma sœur vous donne. Le repas se déroule dans une atmosphère de réconciliation authentique. Chacun partage ses projets, ses espoirs, ses leçons apprises. Julien raconte comment Camille lui a expliqué cette histoire et combien cela l'a aidé à comprendre l'importance de l'acceptation dans sa propre famille recomposée. Vers minuit, tandis que la famille échange les cadeaux, Amélie sort discrètement son téléphone et montre à tous la capture d'écran qu'elle a gardée. Le groupe WhatsApp, avec les 7 pouces levés de ce fameux dimanche matin. « Je la garde comme un rappel », dit-elle solennellement, pour me souvenir que les préjugés peuvent détruire une famille en quelques secondes, mais que l'amour véritable peut la reconstruire en quelques mois, si chacun accepte de grandir. Sa mère prend la parole une dernière fois. Cette histoire nous a appris que la différence n'est pas une menace, mais une richesse. Que l'amour homosexuel est aussi beau et précieux que l'amour hétérosexuel. Et que rejeter ceux qu'on aime par préjugés, c'est se rejeter soi-même. Dans cette nuit de Noël, sous les guirlandes qui illuminent le salon familial, une famille vient de renaître sur les cendres de ses propres préjugés. Et vous, chers auditeurs, qui écoutez cette histoire, peut-être reconnaissez-vous dans votre propre entourage des Amélie qui se battent pour faire accepter leur amour différent. Peut-être avez-vous été parfois comme cette famille, rejetant par peur ce que vous ne compreniez pas. Cette histoire nous rappelle une vérité simple mais essentielle. L'amour sous toutes ses formes mérite d'être célébré, protégé, chéri. Car au final, peu importe qui nous aimons, ce qui compte c'est la sincérité de cet amour et le bonheur qu'il nous apporte. Alors, la prochaine fois que vous croiserez un couple différent, souvenez-vous d'Amélie et Mélanie. Souvenez-vous que derrière chaque amour, il y a des êtres humains qui méritent votre respect et votre bienveillance. L'amour véritable n'a pas de genre, pas d'âge, pas de couleur. Il a juste besoin d'être reconnu et accepté pour ce qu'il est, la plus belle des forces humaines.